Bonjour, Hubert Huertas, Martine Orange, pour le 31e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Un numéro exceptionnel puisque, vous le voyez, nous avons changé de studio. Et ce studio, c'est le nôtre, c'est le studio de Mediapart. C'est donc une nouvelle image, mais c'est d'abord l'affirmation du développement et de la dimension audiovisuelle de notre journal. C'est donc depuis ce lieu, désormais, que vous retrouverez Objection, comme d'habitude, chaque semaine, sur le site, naturellement, mais aussi sur Dailymotion et sur YouTube. Sur le sujet de cette semaine, eh bien, au moment où l'Assemblée nationale vient de voter le budget voulu par le Premier ministre et par le Président de la République, eh bien, nous recevons un politologue qui a longtemps cheminé sur l'aile gauche du Parti socialiste, puis qui l'a quitté, qui a rejoint le NPA d'Olivier Besancenot, qui l'a quitté également, un politologue qui est, on va dire, symptomatique, ou en tout cas qui est à l'image de la colère qu'une bonne partie de la gauche ressent vis-à-vis des choix de François Hollande et vis-à-vis des choix de Manuel Valls. Bonjour Philippe Marlière. Bonjour. Donc les 100 et quelques mille abonnés de Mediapart vous connaissent bien, puisque vous êtes l'un de nos blogueurs les plus fidèles et également les plus lus de la section blog de Mediapart. Vous êtes enseignant, vous enseignez au University College de Londres, vous enseignez la science politique. Vous venez de publier « La gauche ne doit pas mourir ». Je montre le livre qui... Il est déjà en vente ou il n'est pas encore sorti? Il sort aujourd'hui, je crois. Depuis le 12 novembre, exactement. Ah, depuis le 12 novembre. Donc, La gauche ne doit pas mourir, c'est un livre que vous avez écrit avec un économiste, l'économiste Liam Wang Ngoc, qui est, lui, il est toujours socialiste. Vous ne l'êtes plus, mais lui l'est toujours. Et dans ce livre, vous n'y allez pas de main morte. Alors, je vais lire d'ailleurs quelques extraits, ça va nous mettre en bouche, en quelque sorte. Le discours de Manuel Valls devant le Conseil national du PS après sa nomination était celui d'un pyromane. Vous parlez de politique suicidaire, de bilan du quinquennat catastrophique, d'immenses gaspillages d'argent public à propos du pacte de responsabilité, de coups d'État permanents ou carrément de putsch idéologique à propos des choix de François Hollande. Est-ce que vous n'êtes pas un peu excessif et donc un peu insignifiant? Excessif? Non, absolument pas. Ce qui est excessif, c'est la politique menée par ce gouvernement, excessivement en dehors des balises de la gauche, pour ne pas dire de droite carrément. La loi de budget, la loi de financement 2015 qui va être votée bientôt par les députés socialistes n'est absolument pas de gauche. Il faut être clair là-dessus. Les députés socialistes qui vont avoir à voter sur ce texte, on sait que certains vont s'abstenir. Ils l'ont fait. C'est le minimum possible, puisqu'il n'y a pas véritablement de mesures de gauche dedans. Donc je crois que non, excessif, nous ne le sommes pas. Nous ne faisons qu'analyser, essayer un petit peu de comprendre la ligne de ce gouvernement, la cohérence. Je pense qu'il y en a une. Vous admettrez que vos propos sont forts. Putsch idéologique, c'est pas rien. Je crois que le putsch idéologique renvoie aussi à la nomination de Manuel Valls à Matignon, qui a été, on sait très bien dans quelles conditions ça s'est fait, ça a été raconté par d'autres universitaires, donc Christian Salmon, qui a bien démontré qu'il y avait une entente d'ailleurs avec deux ministres qui ne sont plus membres du gouvernement depuis, qui ont fait la courte échelle à Valls, quelqu'un qui avait recueilli un nombre de voix insignifiant lors des primaires socialistes. 5%. Voilà, et effectivement, et qui mène une politique qui, au lieu un petit peu de revenir vers un petit peu les attentes et les besoins du peuple, notamment à tout le moins des électeurs de François Hollande en 2012, ne fait qu'accentuer la tendance vers cette politique qui est économiquement néolibérale. Il n'y a rien absolument de gauche dans cette politique, et c'est une première historique, je crois, pour un gouvernement de gauche. C'est ce qui est assez grave, c'est pour ça qu'excessif, non, je réfute ce terme, puisque les gouvernements socialistes en particulier avaient toujours, après une période de réforme sociale allant dans le sens d'une politique de gauche, il y avait des pauses, il y avait des moments effectivement où il y avait certains retours en arrière, il y avait certaines trahisons, si on peut dire, mais il y avait quand même un bilan social que l'on ne peut absolument pas trouver jusqu'à présent dans ce gouvernement. Bien, donc on vient d'entendre votre critique avec Martine Orange, on va essayer de la dépasser, cette critique. Oui, alors justement, dans votre livre, vous insistez sur le fait que les sérieux
en tête Manuel Valls ne sont pas du tout sérieux. Mais bon, le constat, vous le faites sur la politique, sur ce qu'est la politique du gouvernement aujourd'hui. Vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs. Mais on va passer le stade de la christique et puis on va essayer de se livrer un peu un exercice de politique fiction. Vous êtes à Matignon. Vous savez que vous, en tant que Premier ministre, vous savez qu'il y a un certain nombre de contraintes réelles ou supposées qui existent. En premier, celle qui a manifestement tétanisé le gouvernement depuis son arrivée au pouvoir, c'est le problème des marchés, de la dette, d'une attaque spéculative contre la France, etc. Vous arrivez à Matignon, avec tout ça en tête, vous faites quoi ? Alors, dans l'hypothèse très probable, bien sûr, de ma nomination à Matignon, d'abord, il faut un petit peu, avant de répondre sur un plan plus économique, je voudrais faire un petit, en guise d'introduction, quelques remarques liminaires. D'abord, ce serait l'hypothèse, donc très probable, je l'ai dit, d'un président de gauche, qui mène une politique de gauche. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une idée qui chemine, qui fait son chemin, disant, voilà, l'une des premières mesures, il faudrait évidemment changer radicalement les politiques mises en œuvre par ce gouvernement, mais aussi changer la règle du jeu, les institutions. Je crois que donc, je serai, Mélenchon a dit, j'espère, si je suis élu, si je suis d'abord candidat de la gauche et puis élu en 2017, être le dernier président de la 5e. Donc je pourrais vous dire aussi, j'espère être le dernier Premier ministre de la 5e pour insuffler de nouveau, un petit peu transférer ces pouvoirs excessifs, totalement antidémocratiques, cette espèce de césarisme obscène et bizarre en Europe, lorsqu'on regarde ce qui se passe. La France est une démocratie tout à fait anormale de ce point de vue-là. Donc vous commencez par une réforme institutionnelle. Alors, en parallèle de réformes urgentes sur le plan social et économique. En gros, sur le plan social et économique, en parallèle de réformes, je pense qu'il y a deux solutions. Il y a la constituante qui est préconisée par des personnes comme Mélenchon, mais à gauche. Et puis il y a aussi, on le dit, Paul Aliès le dit, une majorité de gauche pourrait au Parlement se charger de ce type de réforme. Mais vous faites quoi des marchés? Vous n'avez pas répondu à la question de Martine. Ça, c'est la pression des marchés. Parce que ça a été le prétexte, ou pas seulement que le prétexte d'ailleurs, de tout ce qui s'est suivi dans les choix politiques qu'a fait ce gouvernement. C'était cette crainte totale. On peut dire que le gouvernement est arrivé tétanisé par cette crainte d'une attaque spéculative. Alors ça, c'est vraiment le loup-garou habituel, la crainte des marchés, la crainte de multinationales fermant leurs entreprises et délocalisant. Bon, ça, c'est le chantage. Bon, depuis Florange, on sait d'ailleurs que de se soumettre au marché, au patronat, n'apporte pas forcément des gains. On l'a bien vu dans les faits. Je crois surtout, ce qu'il y a en plus de la crainte des marchés, réelle ou supposée, mais je crois qu'encore une fois c'est davantage dans l'ordre du fantasme, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que d'abord, pour répondre à la question sur les marchés financiers, la fameuse taxe Tobin, ou quelque chose de similaire qui avait été discuté au niveau européen, bon, il s'avère que c'est le gouvernement français, dirigé par un socialiste, qui a freiné des cas de fer. Donc il y avait des partenaires européens qui étaient davantage prêts. Donc on voit que sur ce plan-là, c'est tout de même aussi bizarre. Pour ce qui est de l'autre loup-garou qu'on nous sert, qui sert à faire peur et à nous faire tenir tranquilles, celui de la dette publique. Oui. D'abord, il n'y a pas vraiment nous le montrons dans le livre, il n'y a pas vraiment, en disséquant de façon très précise ce discours sur la dette publique. Mais elle est soutenable, ou elle n'est pas soutenable parce qu'elle est présentée comme totalement insoutenable. Oui, bien sûr. Bientôt 100%. Et vous dites elle est soutenable. Les néolibéraux disent qu'elle est insoutenable. Bon, il y a des figures qui sont assez discordantes, mais le FMI dit que la dette publique devient insoutenable à un taux de 120%. Donc nous n'y sommes pas encore. Ce qui est sûr, c'est que la politique mise en œuvre actuellement par ce gouvernement ne fait rien pour régler la dette publique. Elle ne fait que l'accentuer. Donc on voit que déjà, si on veut être sérieux sur cette question de remise à plat de la dette ou de sa décroissance, on ne s'y prend pas de la bonne manière. Donc je crois que, de manière générale... C'est-à-dire, vous faites un audit de la dette d'abord ou pas du tout, puisque vous savez bien qu'il y a un certain nombre de mouvements de gauche qui disent « mais attendez, il y a une dette qui est due, et puis il y a une dette illégitime où effectivement on sait qu'il
il y a des émissions obligataires qu'on a remboursées 6 fois, puisque entre les jeux des intérêts, les jeux des choses comme ça, on réemprunte pour rembourser l'échéance de précédente. Donc, vous faites un audit de la dette ou... On peut faire un audit de la dette, mais je crois surtout il faut tenir un discours de vérité et réaliste, qui est que cette dette, on ne peut pas comparer ce qui a été l'un des arguments de ce gouvernement et des néolibéraux en général, qui est de comparer la dette d'un État à une dette des ménages, hein, en disant voilà, regardez, un ménage qui se gère bien est un ménage qui n'a pas de dette, ou en tout cas pas trop de dette. Ce qui est le cas, ce qui est notre cas, donc nous devons prendre des mesures de redressement de la dette. En réalité, un pays comme la France ne peut s'endetter. Il y a de la bonne dette, la dette en particulier qui est créée par des dépenses publiques, un investissement qui permet justement après d'investir pour la croissance et l'emploi dans l'avenir. Ce que ne fait pas ce gouvernement. Au contraire, il cherche une échappatoire vers une illusoire, ce qu'on appelle la politique de l'offre. Nous avons, de façon très ironique d'ailleurs, appelé ça le socialisme de l'offre, mais ces deux termes sont tout à fait antinomiques. Il n'y a pas une once de socialisme dans l'offre. L'offre, c'est véritablement la recette éculée, discréditée des néolibéraux, et encore une fois excessif, non pas du tout. Il suffit de lire les propos d'un ancien prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, qui produit ces colonnes de manière hebdomadaire dans le New York Times et qui, de façon à intervalles réguliers, s'en prend aux Européens qui sont idiots, qui n'ont rien compris avec cette politique de l'offre. Notamment, il s'en est pris récemment dans un article remarqué dans le monde anglo-saxon et aussi en France, en disant que Hollande avait tout faux. Il avait non seulement trahi les espoirs de ceux en Europe, pas simplement en France, qui souhaitaient une autre politique, mais en plus, ce qu'il fait est totalement contre-productif. Et donc sur les questions de dette et sur les questions de relance de la croissance, donc création d'emplois, on s'y prend très mal. On a cette image qui est de dire, notamment ce pacte de compétitivité, qui est justement cette espèce de vitrine de ce gouvernement, c'est 41 milliards qu'on va transférer vers les actionnaires. C'est un petit peu comme mettre 41 milliards, c'est de l'eau qui va traverser le sable et qui ne va servir à rien, sauf évidemment à enrichir ceux qui sont déjà riches. À supposer donc que vous soyez Premier ministre, vous êtes à Matignon, et qu'est-ce que vous dites à Pierre Gattaz quand il vient vous voir et il vous dit « Je suis le représentant d'entreprises qui n'en peuvent plus, qui sont face à la concurrence et qui ne sont pas compétitives parce que nos charges, notamment nos charges salariales, sont trop élevées. » Qu'est-ce que vous faites? Vous l'envoyez bouler? Écoutez, moi, Il ne représente pas rien quand même. Il ne représente pas rien, mais il représente les intérêts particuliers. Et je crois que ça, il faut le replacer. On a l'impression dans le discours public en France aujourd'hui que les intérêts du MEDEF sont les intérêts des Français, ce qui n'est pas le cas. Ce sont les intérêts du patronat et des entreprises. Et ce n'est pas la même chose. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait poser une série de questions que Hollande, d'ailleurs, et Valls ne posent pas actuellement, qui est de dire que faites-vous, en particulier, de cet argent que nous allons vous donner, que nous avons déjà donné. Il s'avère qu'il y a peut-être aussi un problème avec le capitalisme français, il y a peut-être aussi un problème avec le patronat français, qui est un patronat de plus en plus rentier, qui investit peu, pas toujours en France d'ailleurs, mais qui reverse les dividendes en large part aux actionnaires. Voilà un petit peu... politique un petit peu de... Et vous avez une citation dans votre livre qui affirme, je ne me souviens plus qui l'a écrite, et qui affirme très clairement que les capitalistes français sont mauvais. Oui. Et que s'ils ont de mauvais résultats... Oui, on peut le dire. Il y avait cette idée en Europe, un petit peu comme le capitalisme allemand, un petit peu de marché mixte, d'entrepreneurs qui avaient aussi une vision, non seulement évidemment ils entreprenaient pour leur propre cause, mais aussi qui avaient une vision industrielle, quasiment patriotique, disons-le. Et ce n'est plus du tout le cas. Je crois que ce patronat, on le voit, ce patronat à qui on accorde des cadeaux fiscaux exorbitants, ceci au même moment où on impose une cure d'austérité, enfin une cure, le mot est mal choisi, on impose des politiques d'austérité aux Français. On désinvestit des services publics, on remonte la TVA. Et que fait ce MEDEF? Au lieu de dire, voilà, on va se retrousser les manches et on va effectivement s'engager à créer des emplois, à relancer la consommation, à permettre cela, eh bien, qui gêne, qui se plaint. D'ailleurs, même Hollande a dû récemment se dire, quand même, arrêtez, vous allez... Donc oui, ce capitalisme est mauvais, ce n'est pas un capitalisme finalement qui entreprend, c'est un capitalisme de plus en plus rentier, vorace, qui prend ce qu'on lui donne, mais qui ne crée rien en retour. Avant de passer à des questions plus politiques, je voudrais vous poser une série de questions courtes
et merci d'y répondre de façon brève. Hein. Est-ce qu'il peut arriver que des chômeurs abusent ? Oui, comme toute catégorie de la population, les patrons abusent aussi, les fonctionnaires abusent, toute personne peut abuser, mais je crois que l'abus, c'est un discours, encore une fois, qui est dans l'air du temps. Je refuse de le voir comme une norme ou une généralité. Effectivement, l'immense majorité des chômeurs n'abusent de rien. D'abord, abuser de quoi ? Abuser, il est tout à fait normal. C'est sur cette base que nos sociétés se sont refondées après la Deuxième Guerre mondiale, de pouvoir faire montre de solidarité quand on est au chômage. Donc, si c'est une question de recevoir les indemnités de chômage parce qu'on est chômeur, y compris au long cours, je crois que oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Les collectivités locales, elles dépensent trop ? La question dépenser trop, selon moi, n'est pas la vraie question. C'est comment dépensent-elles ? Dépensent-elles bien au service du public ? Je crois que c'est une question qui, parfois, dans certains cas, peut être débattue. Mais là, ça renvoie justement à des choix publics, politiques, hein, qui sont faits au niveau local, au niveau des territoires. On peut parler, par exemple, du très controversé barrage de Stevens. Voilà un exemple de politique publique. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé ? La réponse est, selon moi, absolument pas. Il faut faire une réforme territoriale ? Presque oui, non, là, hein, s'il vous plaît. Écoutez, c'est difficile de répondre oui, non à une telle question. Je crois que dans certains cas, il y a effectivement une gestion qui laisse à désirer, mais dans l'ensemble, effectivement, cette gestion qui est promise par le gouvernement, la refonte des régions, il faut voir un petit peu aussi ce qu'il y a derrière. Hein. Est-ce que c'est effectivement pour couper davantage les fonds et la manière de gérer ces régions, ou est-ce que c'est véritablement pour réorganiser de manière beaucoup plus efficace ? Là-dessus, je crois qu'on peut avoir quelques doutes. Bon. Et l'euro, alors vous le quittez ou vous y restez ? Que de questions faciles, vous me gâtez. L'euro, je crois, effectivement, tel qu'il est posé, qui est essentiellement avec ces deux objectifs de combattre l'inflation et surtout de veiller à ce qu'il n'y ait pas une dépense publique qui soit extrêmement minimale. Hein. Le pacte fiscal européen, maintenant 0,5% de dépenses structurelles, c'est effectivement quelque chose d'absolument absurde. Ça ne peut pas marcher, puisqu'il faut que parfois les États puissent aller au-delà, hein, pour des relances anticycliques. Justement, en ce moment, nous en aurions besoin. Donc là, je crois qu'encore une fois, le gouvernement a tout faux lorsqu'il essaie de négocier un petit peu un délai pour pouvoir remplir les conditions. Ce n'est pas un délai supplémentaire pour remplir des conditions mauvaises qui devraient être négociées, mais simplement une remise à plat de ce pacte fiscal qui est mauvais. Et c'était ce à quoi, d'ailleurs, Hollande, ne l'oublions pas, s'était engagé. Le début de ces problèmes et du désamour, du discrédit de ce gouvernement et de ce président date de là, d'ailleurs. Mais vous êtes quand même dans une union monétaire et une union européenne, et il est de fait, vous voyez bien quand même qu'il y a une pensée qui est l'ortholibéralisme allemand qui s'est imposé partout dans l'Union européenne avec des conséquences. Comment vous faites pour faire bouger les lignes alors que l'on voit quand même un certain nombre de choses, l'effondrement de la Grèce, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe au Portugal, quoi qu'on en dise, les chiffres ne sont pas forcément le rebond attendu. Vous faites comment quand vous êtes dans une union monétaire où il y a une dominante idéologique qui a pris le pas sur toutes les autres et où il n'y a plus de possibilité de débat, semble-t-il? Alors ici, il y a une confusion aussi qui tient essentiellement au fait qu'on ne comprend pas toujours comment fonctionne l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a, dans les 27 États membres, il y a un corset, des règles, le pacte fiscal, c'en est une, c'est une contrainte, d'ailleurs il faudrait donc en changer, et ça on peut toujours renégocier des traités. Justement, la question est là, c'est de s'engager, de refaire de la politique dans l'Union européenne, et non pas d'aller rendre visite au chancelier ou à la chancelière du moment et se coucher. Ce qui a été le cas dès l'élection, ça a été exclusivement l'un des moments les plus pitoyables, il y en a eu quelques-uns tout de même, de cette présidence, qui est allée littéralement, après avoir promis l'inverse, accepter les conditions allemandes. Alors que la façon dont fonctionne l'Union européenne, c'est effectivement, il faut un compromis sur les 27 et les États membres de la zone euro, effectivement, sont tenus par un certain nombre de règles. Mais
vous avez quand même deux économies qui dominent dans cette zone euro. C'est quand même l'économie allemande et la française, hein, qui est quand même la 5e économie au monde aussi. Et c'est là où on peut faire de la politique. C'est là où on peut dire rien ne peut se faire évidemment contre l'ensemble de l'Union européenne, mais l'inverse est vrai aussi. Rien ne peut se faire dans l'Union européenne et dans la zone euro sans la France. Et c'est là où effectivement, politiquement, il n'y a pas eu l'amorce d'un débat. Il fallait effectivement, vous savez très bien que les Espagnols, les Italiens qui d'ailleurs, même avec des gouvernements conservateurs, étaient prêts à soutenir d'une certaine manière une ligne de renégociation française, qui n'a pas eu lieu. Donc je crois que la question de nouveau est à poser au président en disant pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est vraiment la grande question qu'il faut poser. Il se trouve, Philippe Marlière, que vous n'êtes donc pas à Matignon, il se trouve que vous êtes de gauche, il se trouve que la gauche est affaiblie, il se trouve qu'elle est divisée et que pendant ce temps, à la droite et surtout à la droite de la droite, il s'est passé cet événement aux dernières européennes. Avec 25% des voix et une abstention en recul pour la première fois depuis 20 ans aux élections européennes, le Front National arrive en tête pour la première fois de son histoire à une élection nationale. Si l'on replace cette performance dans l'historique des européennes, c'est plus de 2 fois le précédent record que nous avions établi en 1989 avec 11,5% et 4 fois notre score de 2009. Par rapport à cette dernière élection, nous avons même multiplié le nombre de nos élus par 8. Nous arrivons ainsi en tête dans 71 départements français et dans 24 401 communes sur 36 000, c'est-à-dire dans 2 communes sur 3, couvrant l'intégralité du territoire, y compris des départements du centre de la France et de la côte atlantique jusqu'à la Bretagne. Nous sommes en tête, par exemple, dans le Morbihan, ce qui est absolument remarquable. Philippe Marlière, que ça fasse froid dans le dos ou pas, c'était la réalité des européennes. Vous avez un moyen, vous avez une idée, et notamment la grande question, comment la gauche peut-elle se reconstituer pour faire face à ce qui paraît être un mouvement peut-être irrésistible? Alors un point sur la montée du Front National, qui est d'ailleurs une montée par palier. Hein. Depuis les années 80, il y a intervalles réguliers, des percées électorales, un petit tassement, et puis on revient. Donc ce n'est pas nouveau, simplement nous atteignons maintenant des niveaux inégalés. D'ailleurs, de pouvoir déjà dire 2 ans à l'avance, à mi-parcours de ce quinquennat, que la place de finaliste pour l'élection présidentielle est déjà acquise au Front National est déjà en soi une horreur intégrale, de voir que c'est vraiment le délitement total du jeu politique et démocratique en France. Hein. De ce point de vue-là, la France n'est pas, sur ce terrain même, une démocratie normale, n'est plus. Hein. Il y a un problème quand un parti d'extrême droite, hein, parce que c'est ce qu'il est, avec une façade beaucoup plus bonhomme que Jean-Marie Le Pen, mais avec la fille qui reste finalement, lorsque vous regardez, étudiez de près le programme, la démarche, finalement, c'est le même. Donc, je voulais redire une chose, c'est que cette montée du Front National s'accompagne toujours, ou la conséquence plutôt, bien du discrédit de la gauche et des échecs de la gauche. Hein, c'est très clair. Et donc, comme vous dites, discrédit de la gauche, on a constaté que le terrain, l'espace laissé par le Parti socialiste qui, si on vous écoute, se serait clairement droitisé, il n'est pas occupé par la gauche de la gauche, puisque les écologistes font de mauvais résultats et le Front de gauche fait un mauvais résultat. Mais oui, il n'y a pas d'effet de vase communicant automatique, sinon effectivement il y aurait eu effectivement ce qui s'est passé par exemple en Grèce avec l'affaissement du PASOK et la montée de Syriza qui remplace ce qui est en train de se passer aussi en Espagne. Expliquer cela, je crois qu'il faut avoir lieu un petit peu à revenir, je crois, sur une période de 10 à 20 ans et de voir que progressivement les débats, c'est-à-dire autour de questions sociales, économiques, publiques importantes, ont été, je dirais, racialisés. C'est-à-dire que de nous, en France, et ce qui explique la montée du Front National, on tente à expliquer une partie des problèmes français, qu'ils soient d'ailleurs de nature économique, sociale ou identitaire, hein, les trois sont liés, par le fait qu'effectivement, il y a trop d'immigrés, il y a un problème rome, il y a un problème de l'islam, etc. Hein. Et effectivement, ce type de discours, qui d'ailleurs s'incarne je regardais dans ce clip, là, le poster qui était derrière Marine Le Pen, avec une représentation de Marianne, hein, avec ce virage très intéressant, le Front National l'a bien compris, en 2006, le discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen, pour la première fois en positif,
un parti d'extrême droite se revendique républicain. Pour la première fois, il commence à parler de laïcité. Je dirais que ce parti n'a eu qu'à se baisser pour ramasser un fruit qui était mûr, qui était tombé, parce que qu'a fait la gauche et qu'a fait évidemment a fortiori la droite parlementaire depuis une vingtaine d'années, à tout le moins, justement de racialiser aussi un discours. Regardez, nous en parlons et nous, de façon outrée là-dessus, hein, cette déclaration tout à fait ignominieuse d'un ministre de l'Intérieur socialiste, devenu depuis Premier ministre, Manuel Valls, sur les Roms, en disant, allant complètement à l'encontre de 200 ans de tradition républicaine, en disant, voilà, désignant une population qui, sur des raisons, sur des bases culturelles, ethniques, n'est pas assimilable, n'est pas intégrable à la France, qui est tout à fait nouveau et qui, évidemment, nourrit effectivement ce discours qui est celui de l'extrême droite. Je ne dis pas que Valls et tout à fait joue de façon intentionnée cette politique, mais il le fait de façon en tout cas implicite, croyant effectivement que, en essayant de racialiser, voilà, lui rapporter. Et effectivement, et c'est une course-poursuite, l'électeur préférera toujours l'original à la copie, qui fait beaucoup de mal. Et tout ça au nom, qui est vraiment la valeur totémique, symbole de la France, au nom de la République, ce qui est vraiment désastreux. C'est-à-dire, est-ce que la gauche, maintenant, compte tenu de positionnement qu'a pris le Front National, peut retenir un discours républicain, ou finalement ce n'est plus possible parce qu'il a été capté par le Front National? Et alors, si elle peut le faire, comment le tient-elle? Alors évidemment, il ne faut pas... C'est notre héritage. Loin de moi l'idée de dire il faut jeter la République ou la laïcité, son corollaire avec l'eau du bain. Loin de là, c'est notre identité. Mais vous le savez historiquement, il y a différentes interprétations de la République. De nos jours, je dirais, il y a différentes interprétations de la laïcité. Et je ne rentre pas dans ce discours absurde où laïcité ouverte ou traditionnelle ou intransigeante, ça sont des bêtises. Il y a, je crois, des interprétations différentes, selon moi, plus ou moins fidèles à l'esprit. Dans les deux cas. Pour ce qui est de la République, bon, il y a des républiques sociales, il y a la sociale, il y a la commune, il y a Jean Jaurès, il y a les réformes du Front populaire, il y a l'année de réforme des gouvernements Mauroy en 81-82. Voilà une incarnation de gauche de la République. Et puis il y a aussi la République de l'ordre, la République des colonies, la colonisation. Ceux qui disent qu'entre le ferry colonisateur, le ferry laïque, il n'y a pas de lien, non. Je crois qu'il faut regarder là-dedans. Il faut aussi que la gauche, parce que ce type de discours ethnicisant a pénétré malheureusement certains segments de la gauche, au PS, ça ne fait aucun doute, y compris malheureusement dans le front de gauche, où il y a une espèce, je dirais, d'aveuglement, c'est-à-dire on se réfère à la République de manière, je dirais, un petit peu de manière incantatoire, c'est un mot magique, mais on n'essaie pas, et je crois qu'il faudrait avoir beaucoup de pédagogie, de didactisme ici en disant, voilà, la République, c'est quand même, n'oublions pas, 3 valeurs cardinales, liberté, égalité, fraternité. Comment on met en place la liberté? Comment on met en place cette égalité, politique de solidarité? Et soyons plus fraternels, c'est-à-dire que toutes ces déclarations incendiaires sur les Roms, l'islamophobie, qui est une réalité en France, c'est pas du tout quelque chose de bobo blanc et de chercheur en sciences sociales, c'est une réalité. Comment se fait-il que nous en soyons arrivés là, qui nourrit chaque jour d'autant plus le Front National? Donc il faut pousser très fort vers une lecture différente de la laïcité de la République. On voit que les essayistes et certains journalistes dans les médias dominants à la mode, en particulier une personne qui vend beaucoup de livres en ce moment, pour ne pas le nommer, voilà ce poison inoculé, parce que ces personnes, évidemment, passent dans les émissions de grande écoute et donnent à écouter ce discours républicain qui est totalement faussé. Donc je crois que, non, il ne faut pas le laisser au Front National ni à la droite, mais il faut aussi le reprendre à une certaine gauche. C'est très intéressant, Manuel Valls. Il réfute le socialisme, il n'est plus socialiste, il ne parle pas de social-démocratie. Social-libéralisme, nous le lisons dans le livre, il ne l'est même pas. Les sociolibéraux, une tradition d'ailleurs anglaise, philosophique, sont plus à gauche que lui. Keynes était un social-libéral, c'est un libéral. Valls se réfère à la République, mais c'est la République de Clémenceau, pas du premier Clémenceau, le Clémenceau de gauche, mais le Clémenceau du maintien de l'ordre et qui fait tirer sur les ouvriers. Donc c'est une République de l'ordre. Donc on voit que tout se joue autour d'une représentation de la République éminemment droitière et qui désespère tout le monde. Un dernier mot en guise de conclusion et qui va rejoindre votre livre qui s'intitule « La gauche ne doit pas mourir » et que vous écrivez au nom du manifeste des socialistes affligés.
Ces socialistes affligés, bon, c'est un club, vous espérez faire quoi? Vous essayerez de reconstituer cette gauche émiettée et qui paraît souvent bien absente ou qui paraît se faire retirer ce qui était autrefois son credo, ses valeurs, et qui bien souvent apparaissent maintenant comme récupérées par la droite, voire l'extrême droite. Oui, nous sommes un club, et le mot club est important. Nous ne sommes pas un centre de recherche, un think tank, comme on dit en anglais, où nous ne sommes pas non plus un parti, certainement pas un parti. Je crois que la gauche, la dernière chose dont la gauche a besoin aujourd'hui, c'est un nouveau parti. Il y a un trop-plein de partis. Il faut au contraire rassembler et éviter l'émiettement en cours. Donc nous sommes un club. Il y a une forte tradition de club dans la gauche depuis la Révolution française, qui sont justement dernièrement, bon, pendant la Révolution, mais dernièrement au moment de la refondation du PS à Épinay, il y avait aussi une floraison de clubs qui ont joué un rôle important, c'est-à-dire des petites structures légères. On permet une double appartenance politique, syndicale. Venez vers nous, mais vous pouvez rester aussi membre d'un autre parti. Nous attirons de cette manière des individus de partis différents, de syndicats. Et nous voulons essentiellement susciter un débat sur des thèmes différents, dans l'économie, sur les questions sociétales. D'ailleurs, les deux sont liés. Je crois que l'une des erreurs de la gauche, c'est de considérer qu'il faut faire du social. Le sociétal, ce n'est pas pour nous. Les deux sont, à mon avis, sur les questions importantes de société, sont liées au social. Et nous avons une démarche qui est unitaire, non sectaire. Et nous partons du principe que la gauche qui est en danger ne pourra revenir sur le premier plan que sous la forme d'une démarche unitaire. C'est-à-dire que on ne pourra pas, le front de gauche ne pourra pas fructifier sur les décombres d'un PS anéanti. Je pense qu'il faudra prendre une partie du PS. Il y a une partie malheureusement avec laquelle on ne peut plus collaborer, ça c'est clair. Ils sont au-delà de ce qu'on peut faire avec eux. En gros, le gouvernement et ceux qui, dans le Parti socialiste, soutiennent ce gouvernement. Mais il y a parmi les frondeurs qui, malheureusement, pour le moment, restent en deçà de ce qu'ils devraient peut-être faire, en s'abstenant sur des lois et des politiques qui ne sont pas de gauche, qui sont véritablement... Et nous espérons qu'à terme, eh bien, nous avons 3 hypothèses dans ce livre. L'une d'entre elles, c'est qu'effectivement, il y aura une reconstitution de la gauche autour d'un nouveau pôle. Je crois que ce PS, s'il continue ainsi, me semble voué à disparaître et à complètement être anéanti, un petit peu comme ce qui s'est passé en Grèce et ce qui est en train de se passer en Espagne, pour créer un autre pôle, un pôle véritablement pour une 6e République, plus écologique, plus féministe, et qui fait chiche de la social-démocratie. Ce qui montrera d'ailleurs que, vaste farce de cette conférence de presse de janvier 2014, lorsque Hollande a fait un coming out social-démocrate, soi-disant, devant des médias qui étaient finalement peu critiques. Il n'y a rien de social-démocrate dans sa politique, une fois de plus. Nous serions les sociodémocrates. Podemos, Syriza, en ce moment, se réfèrent à la vraie social-démocratie, celle des années 80, celle qui faisait des politiques de redistribution, des politiques de solidarité. Voilà ce qui permettrait de sortir du marasme actuel. Donc Podemos et Syriza qui sont sociaux-démocrates, c'est ce que vous venez de nous dire, Philippe Marlière. Merci d'avoir été l'invité de ce 31e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Martine Orange de l'avoir préparé et présenté avec moi. Et puis en régie, un salut à Christophe Guignot de Mediapart et donc à l'équipe de réalisation de 5e étage Production.